Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi, sinon ce vendredi 23 mai 2025. On parle ce soir éducation, engagement et responsabilité des parents. On parle management des écoles, aussi bien publiques que privées. On parle avenir des apprenants en cette période de fin d'année scolaire. On s'intéresse à la façon dont parents d'élèves et directeurs d'école essaient d'harmoniser les choses en vue de permettre aux apprenants de finir l'année en beauté. Il faut dire que jusqu'à présent, certains géniteurs n'ont pas encore soldé l'écolage de leurs enfants. La solution coercitive des parents d'école, des patrons d'école est le renvoi systématique ou la confiscation des convocations des cartes d'identité scolaire des élèves. Une situation qui est de nature à mettre en difficulté l'apprenant confronté à une telle pratique. C'est d'ailleurs une pratique très peu recommandée et rigoureusement interdite par le gouvernement à travers ses différents ministères sectoriels. L'État central interdit formellement le renvoi et la confiscation des pièces des candidats tout en invitant les responsables d'école à chercher et à trouver une meilleure formule de recouvrement des frais de scolarité. Nous sommes déjà en fin d'année et les différentes parties sont à la croisée des chemins. On se propose donc d'examiner ici le mécanisme à mettre en place à l'effet de terminer l'année sans heurts. En plateau, nous sommes entre confrères. À ma droite, Eric Guédeno. Eric, bonsoir. Bonsoir, Wahab Alikpara. Stanislas Samoa, bonsoir. Bonsoir, Wahab. Allez, c'est la fin de l'année. Il y a une certaine pratique qui est encore en cours. Certains parents qui ont déjà pris des engagements dès le début de l'année avec les responsables d'établissement en ce qui concerne donc l'écolage, les frais de scolarité de leurs enfants. Nous sommes à la fin de l'année. Il y a que ça chevauche. Certains n'ont pas encore soldé. La solution que trouvaient les patrons d'école, c'est soit la confiscation des pièces d'identité, confiscation de convocation pour les candidats, c'est les renvois dans les écoles, mais c'est une pratique qui est interdite par l'État central. Donc, on est à la croisée des chemins, on se demande quel est le mécanisme à mettre en place, n'est-ce pas, pour pouvoir régler cet état de choses. Je vous adresse la toute première question. Comment voyez-vous d'abord, je dirais, cette situation où les engagements sont pris, mais à la fin ne sont pas respectés? Bon, c'est une situation en casse-tête pour les promoteurs d'école ou d'établissements, si vous le voulez. Parce que déjà, il faut remarquer que depuis cette note, ou je ne sais pas si c'est un arrêté interministériel, en tout cas depuis la note officielle, qui demande désormais de ne plus renvoyer les apprenants pour certaines raisons que nous ne connaissions pas le passé. Il y a que les parents ont eu un certain soulagement. Mais face à une telle situation, il faut voir déjà la bonne foi de ces derniers. Parce que sans bonne foi, quel que soit ce qu'on va dire, eh bien, ils ne vont pas solder, ils iront s'asseoir tranquillement, brandissant le cas échéant la note officielle pour dire que, en tout cas, de toute façon, nous sommes immunisés contre tout renvoi de nos enfants, donc vous ne pouvez rien faire. Donc, dans ce cas ici, moi, je convoque beaucoup plus la bonne foi des parents. C'est assez important. Si les parents ne sont pas de bonne foi, quel que soit ce que les promoteurs vont faire, quel que soit ce que les responsables d'établissement vont faire, ça sera un peu comme de l'eau versée sur le dos du canard. Mais je pense aussi que au-delà de ça, il faudrait que dans les habitudes, on sache anticiper sur la préparation de la rentrée académique. D'accord, au niveau des parents. Au niveau des parents. On va y revenir. Oui, Eric, quelle lecture faites-vous, je dirais, de cette situation? La question, elle est fondamentale. Vous l'avez évoqué, nous sommes dans la dernière ligne droite. Et généralement, la pratique dans nos établissements, c'est que on prétexte de ce que nous sommes à la veille des examens pour mettre davantage de pression, surtout sur les candidats, pour que les parents puissent débourser les fonds et solder les frais d'inscription. Parce qu'on estime que si un parent tient vraiment à ce que son enfant participe à un examen, eh bien, ce parent doit être obligé de trouver l'argent pour payer. Et cela était un argument fort. Parfois un chantage que les promoteurs ou les responsables utilisent, n'est-ce pas, pour entrer en possession de leurs fonds. Cette pratique, les autorités l'ont encore réaffirmé, justement, à travers un circulaire, que c'est interdite cette pratique. On ne peut pas renvoyer un candidat justement pour des raisons de non-paiement des frais d'inscription. Ce qui veut dire que quand vous avez en face de vous un candidat qui n'a pas soldé ses frais d'inscription et qui va à un examen, vous n'avez absolument aucun droit, n'est-ce pas,
pour l'empêcher d'avoir accès à ces pièces qui vont lui permettre de participer à cet examen. C'est salutaire, cette décision. Je dirais même, c'est toute logique. Parce que rater un examen, c'est perdre toute une année. Donc, on comprend la position de l'État. Là où c'est délicat, c'est que quand on a fini de prendre cette décision et de le rappeler aux responsables, qu'est-ce qu'on fait alors? Des fonds qui ne sont pas payés. Qui ne sont pas encore payés. Parce que, Stanislas l'a évoqué, certains parents font preuve de mauvaise foi. Et effectivement estiment que, comme l'autorité a déjà dit, justement aux responsables de ne pas toucher aux enfants parce qu'ils sont en position de candidats, on profite de cette ouverture pour ne pas faire l'effort justement de payer. Et cela met en difficulté l'établissement qui doit pouvoir utiliser ces fonds pour s'occuper du paiement des salaires, peut-être, je dis n'importe quoi, des enseignants, en tout cas mettre les outils confortables, n'est-ce pas, pour l'apprentissage des enfants. Donc, tant que cette question n'est pas réglée, je ne sais pas quels moyens on met dans les mains de nos responsables pour que le recouvrement soit fait. Mais en alors, plus, vous allez poursuivre tout à l'heure. Stanislas, moi, je voudrais vous écouter. Est-ce qu'il était nécessaire, n'est-ce pas, qu'on en arrive à renvoyer les apprenants? On a pris des engagements pour certaines écoles. Il y a que, bon, on essaie d'échelonner, doit dire, les frais de scolarité. On essaie donc de morceler pour permettre aux parents de pouvoir payer ceux-là, en tout cas, qui n'arrivent pas à payer en bloc. Pourquoi on met en difficulté l'avenir des apprenants en ne payant pas les scolarités à temps? Seuls ces parents là qui s'adonnent à ce genre de pratique pourraient davantage répondre à cette question. Mais ce que je pense, c'est que, et c'est pour cela que j'avais commencé déjà par évoquer la question de l'anticipation. Parce que il y a même que pour certains établissements et pour la plupart désormais, vous voyez que ils ont des prospectus sur lesquels ils font l'échelonnement des frais de scolarité, première tranche, telle période, deuxième tranche, troisième. On met tout ça. Le parent a conscience de ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient surprendre le parent aujourd'hui. Donc, quand on a conscience de ça et qu'on sait que, à tout hasard, je prends une date, on sait que le 1er décembre, on doit payer la première tranche, et que vous êtes là, la rentrée a commencé depuis septembre. On est là, septembre, octobre, novembre. Et c'est peut-être le 29 ou le 30 novembre que vous dites à l'enfant, vraiment, je ne sais même pas comment je vais faire pour payer la scolarité. Je pense que ça pose un problème parce que l'éducation d'un enfant, c'est une question de planification. Il faut toujours planifier. Vous savez, les enfants n'ont pas demandé à naître. Moi, je me souviens, et au bon souvenir de chacun de nous ici, que nos parents ont fait quand même des efforts surhumains. Quand on grandit, on comprend que nos parents, franchement, il faut leur tirer un coup de chapeau. Parce que, honnêtement, ils ont fait des choses. Nous-mêmes, en faisant des enfants, on se rend compte que, mais attention, c'est des personnes qui ils ne mangeaient pas. Ils se privaient d'un certain nombre de choses pour mettre à l'école. Pour pas qu'on renvoie les enfants. Parce que les scènes auxquelles on était habitué, heureusement qu'il y a une autre officielle qui élimine ça aujourd'hui, les scènes auxquelles on était habitué, c'est que quand vos parents ne payaient pas la scolarité, que le surveillant général ou le censeur venait pour renvoyer les gens, le cœur battait parce que tu sais que tes parents n'ont pas encore soldé. Et il y a cette psychose-là. Donc, parfois, Eric Guédénon, on choisit même la période des compositions, les devoirs et autres pour venir renvoyer. C'est même déjà à partir de ces moments de devoirs de composition que le signal est donné, où le surveillant général passe dans les classes justement pour sortir les encore que souvent, il y a un avertissement en amont, pour ne pas dire un rappel à l'endroit des parents d'élèves. Au niveau des devoirs, on peut encore comprendre parce que voilà, il est question d'un devoir, ça peut se rattraper, on peut trouver la formule de devoir, mais un examen, quand c'est raté, c'est raté. Justement, ça voilà. l'année prochaine. Je pense aussi qu'il y a des évidences sur le terrain. D'accord. Vous avez en face des parents qui effectivement n'ont pas les moyens de souscrire justement à ces frais d'inscription. Et justement, vous avez des promoteurs qui sont obligés de tomber sur le coup de pitié, n'est-ce pas, de faire preuve de clairvoyance dans cette démarche et de rester peut-être un peu silencieux. Mais ce que le cadre réglementaire précise, et ça je l'ai sur les yeux, dans l'article 9 du règlement pédagogique, tous les élèves sont astreints au paiement de la contribution scolaire, sauf dérogation conformément au test en vigueur. Les nouveaux élèves en classe de 6e et les élèves transférés sont tenus de payer l'intégralité de la
contribution avant leur inscription. Donc, un peu comme il revient au chef d'établissement alors de faire en sorte que, au début de chaque rentrée, tel que c'est stipulé dans le règlement pédagogique, que cette question soit réglée. Voilà, c'est pas au milieu de l'année, c'est pas non plus à la veille des examens, n'est-ce pas, qu'il faut commencer justement par demander aux parents de venir payer ces frais. Ici, c'est dit que pour les nouveaux élèves en classe de 6e ou les élèves transférés, ça se fait avant leur inscription. Les anciens élèves sont tenus de payer l'intégralité de la contribution au plus tard avant la fin du premier trimestre de l'année scolaire. Ça veut dire qu'on permet aux responsables de mettre tout en œuvre pour vider cette question dès le premier trimestre de l'année en cours. Donc, en réalité, qu'on se retrouve à la veille d'un examen, en tout cas, quand un promoteur d'établissement, un responsable d'établissement se retrouve à la veille des examens, à demander encore à des élèves de souscrire aux frais de contribution, je pense qu'il n'est plus dans le cadre réglementaire. Le cadre réglementaire, mais on se dit, le parent aussi est au courant de cette disposition. On fait tout pour que pour les nouveaux élèves, n'est-ce pas, on puisse payer la scolarité en début d'année en même temps, en tout cas dès l'inscription de l'apprenant. Pour le reste des écoliers et des élèves, faire l'effort qu'il faut pour pouvoir honorer les engagements au cours du tout premier trimestre. Mais il y a de ces parents, n'est-ce pas, qui n'honorent pas. Qu'est-ce que le responsable d'établissement peut faire quand on arrive à déborder, c'est-à-dire on n'a pas tenu dans le tout premier trimestre? Oui, c'est pour cela que j'ai évoqué l'aspect mauvaise foi tout à l'heure, parce que l'un mis dans l'autre, il y a la mauvaise foi de certains parents. Et nous sommes dans une société où il y a toujours la technique de la négociation. Je prends un exemple simple. Eric et moi avons fréquenté. Eric est directeur d'un établissement. Mon fils est inscrit dans son établissement. Je dis, bon, cher ami, franchement, je n'ai pas encore les moyens, je vais payer. Aide-moi. Eric, justement, au vu de notre parcours, de tout ce qu'on a fait par le passé, il ne va pas renvoyer mon enfant. Mais si par la suite, je n'arrive pas à respecter l'échéance que j'ai fixée à mon ami, alors je le mets en difficulté. Et souvent, les amitiés comme ça, il y en a en quantité. Justement. Donc, ces genres de cas sont légion. Et ça fait justement que les promoteurs d'établissements ou les responsables sont dos au mur aujourd'hui. Donc, il y a la question de la mauvaise foi. C'est vrai qu'il a relevé tout à l'heure l'autre aspect concernant les gens qui n'ont pas de moyens. Je suis d'accord. Mais par rapport à ça, il faut planifier. Il faut faire des tontines. Par exemple, moi, j'ai vu mes parents faire. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Mes parents ont fait. Ils se sont privés de certaines choses pour me mettre à l'école, surtout ma mère. Et je la remercie aujourd'hui. Je pense que un enfant, l'éducation d'un enfant, quand l'enfant commence à grandir, il faut planifier. Si l'enfant est au berceau, tout le monde crie, le bébé est né, etc. Ça ne s'arrête pas là. Dès qu'il est né, on sait que dans 3 ans, 4 ans, il doit commencer. Donc, commencer déjà par planifier. Penser à tout. Vous voulez compléter, Eric? Au-delà de ce que le cadre réglementaire prévoit, je pense que Stanislas a sorti le mot, c'est de se préparer, c'est d'anticiper. Parce qu'on ne décide pas du jour au lendemain d'envoyer un enfant à l'école. C'est qu'à un moment donné, on a mûri la réflexion, on s'est dit, avec l'âge que notre enfant a, eh bien, il est temps pour lui d'aller à l'école. Donc, il faut davantage insister sur cette responsabilité des parents. Parce que ce dont il est question aussi, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Les établissements ont besoin de ces ressources pour tourner, pour faire fonctionner l'établissement. Le salaire, par exemple, des enseignants, pourquoi pas l'électricité? C'est vrai qu'il y a une dynamique qui voudrait que nous allons vers une gratuité intégrale de l'éducation dans notre pays. Un grand effort est fait, mais on n'est pas encore... Nous sommes encore loin de cette réalité, mais toujours est-il qu'on est en train d'évoluer, justement. Donc, il faut que les parents comprennent qu'on ne le dit pas par gaieté de cœur. En tout cas, un promoteur d'école qui se voit obligé de dire à un enfant, écoute, tu vas devoir quitter la classe parce que tes parents n'ont pas payé, il ne le fait pas avec joie, justement. Donc, on doit comprendre ça et se mettre en tête que à l'approche des rentrées scolaires, on prépare, on s'organise, on peut solder le tout comme on peut rentrer en négociation avec beaucoup de garanties et de payer par tranche, encore que dans les établissements aujourd'hui, il y a cette possibilité justement où on peut payer par tranche et puis tout ça. Donc je pense que c'est aussi important de mettre l'organisation comme aussi un outil de pouvoir gérer ce genre de situation. Bon, maintenant que les deux camps sont, je dirais, sous pression, le patron d'établissement a tout fait, mais
on a dépassé le tout premier trimestre tel que recommandé par les tests. On est, comme je le disais en introduction, à la croisée des chemins, parce que Eric l'a rappelé lui aussi, quand on rate un examen, c'est qu'on a raté, ça fait à l'année prochaine. Comment on gère? Quel est le mécanisme à mettre en place, n'est-ce pas, pour que, les parents puissent honorer leurs engagements, donc que les chefs d'établissement puissent recouvrer, la scolarité nécessaire au fonctionnement de l'école? Il y a plusieurs mécanismes qu'on pourrait mettre en place. Je pense déjà que l'association des parents d'élèves dans chaque établissement doit pouvoir jouer son rôle. Moi, j'ai connu des associations de parents d'élèves où on se réunissait juste entre parents d'élèves pour festoyer, pour dire on va préparer quoi, nous avons fini une année, il faut tel morceau de viande, tel kilogramme de riz, etc. Non, je pense qu'on doit aller au-delà de ça, parce que si on a une association de parents d'élèves, si nous sommes 3 ici en plateau, que nous faisons partie de cette association, que nos enfants sont dans le même établissement, et qu'on sait que l'enfant de Wahab n'a pas encore soldé, l'enfant d'Eric a soldé, l'enfant de Stan n'a pas encore soldé, qu'est-ce qu'on fait alors pour que ça soit réglé? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je pense qu'une association de parents d'élèves dans un établissement ou dans une école doit pouvoir jouer ce rôle-là, ce rôle de veille. Parce que l'association est pour ma part un levier, une sorte de transition entre les élèves et l'administration. Et au nombre des problèmes auxquels font face les établissements chaque année, il y a le problème du retard du paiement dans la scolarité. Et cette association doit pouvoir se pencher sur ces questions-là. Mais au-delà, il y a que les responsables d'établissement doivent pouvoir jouer leur rôle, parce qu'il y a un arrêté qui est clair, le cadre réglementaire est bien dessiné, donc on ne peut pas aller outre. Et donc, déjà, dès le premier jour de la rentrée, il faut des sensibilisations, parce que dans certains établissements, il y a la pré-rentrée. Je pense que la pré-rentrée sert déjà à ça. Le jour de la pré-rentrée, on peut convoquer tous les parents d'élèves, leur rappeler le cadre réglementaire et leur notifier que si en cours de route, vous voyez vos enfants être renvoyés, ne venez pas vous plaindre d'affaires. Sachez que c'est le cadre réglementaire. C'est le cadre réglementaire, voilà. Alors, Éric Guédénon, par le passé, ou même jusqu'à présent, la confiscation des cartes d'identité pour ceux qui sont au primaire, donc les écoliers, les convocations pour les candidats au bac et autres, n'est-ce pas, le renvoi, comme on a dit, c'était la solution. À l'heure actuelle, puisqu'il s'agit des examens et on est à la fin de l'année, on interdit cela. Et il y a des parents qui comptent sur le fait que, l'école qui se permettra de poser un tel acte sera sanctionnée par l'État central. Donc, on se dit, de toutes les façons, même si c'est à la dernière minute, mon enfant aura sa convocation. Comment on règle le problème? Parce qu'après tout, l'école a besoin d'argent. Ces pratiques sont interdites justement par le circulaire de 2 avril 2025 signé justement par l'actuel ministre des enseignements secondaires, techniques de la formation professionnelle. Je pense que quand nous mettons de côté ces pratiques que les responsables d'établissements utilisaient pour entrer en possession de leurs fonds, je pense qu'il est compliqué pour eux de trouver d'autres mécanismes. Parce que même dans le circulaire de Madame la ministre, on précise ceci. Et ça, c'est dit qu'on ne donne pas des moyens aux responsables d'établissement de trouver d'autres possibilités de prendre cet argent. Parce qu'on dit, j'invite tout chef d'établissement à adopter d'autres stratégies de recouvrement. On n'a pas précisé les stratégies. On n'a pas nommé. Des contributions scolaires sans recourir au renvoi des élèves durant les devoirs surveillés, ni à la confiscation de leur convocation ou de leur dossier d'examen. Finalement, qu'est-ce que nous demandons aux responsables? C'est vrai. Je pense que le circulaire est resté muet. Les patrons d'établissement sont ce silence, en réalité, ne sécurise pas ni les apprenants, ni les responsables d'établissement. Par contre, on peut demander aux chefs d'établissement d'avoir une main qui ne tremble pas. Dès lors qu'on précise justement au niveau de l'article 29 que au niveau du premier trimestre de l'année, il faut tout faire pour pouvoir régler. Donc ça veut dire que les questions d'arrangement, les parents d'élèves qui viennent, les larmes aux yeux, ça veut dire qu'on demande alors à nos chefs d'établissement dès le début de l'année jusqu'au tout premier trimestre, de ne pas laisser parler leur cœur, parce qu'ils sont humains. Et en réalité, sur le terrain, c'est compliqué. C'est des voisins. Ah, mais si, oui, c'est ta fille, c'est ton garçon.
quand vous voyez parfois ça, le Messi en question est locataire dans la même maison, dans la même maison, partage les mêmes chambres, ouais. c'est peut-être la même famille, c'est Ouais. la tante, c'est le cousin. On ne peut pas demander à nos promoteurs, à nos responsables d'établissement de rester silencieux par rapport à ces cas. Donc je pense que en réalité, on doit pouvoir permettre à nos enseignants de trouver d'autres moyens de rentrer en possession de fonds. Alors cette note circulaire que Eric nous a rappelé, signée donc de l'actuel ministre de l'enseignement secondaire, donc, Madame Véronique Tony-Fodé, ce n'est pas, cette note n'encourage pas pour autant les parents, en tout cas ne les autorise pas à ne pas payer. Si tant est qu'on a un peu verrouillé les patrons d'établissement à ne pas renvoyer les apprenants, à ne pas saisir en tout cas confisquer les convocations et les dossiers de composition, les dossiers des examens, ça n'encourage pas ou ça n'autorise pas en tout cas les parents à ne pas honorer leurs engagements pris vis-à-vis des établissements. Du tout pas. C'est pourquoi j'ai parlé de mauvaise foi. Donc, si on est de bonne foi, on doit pouvoir régler la question parce qu'il y a un cadre réglementaire qui est là. Donc, moi, je convoque surtout la bonne foi des parents parce que sans bonne foi, il n'y a rien. Les gens brandissent cette note et puis c'est fini. Ils vont aller se reposer à la maison et dire que, bon, voilà, ils sont immunisés contre le renvoi alors que ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'on doit avoir la bonne foi. On doit ça aussi, me fait penser les premières mesures. Non, finissez. On doit non seulement avoir la bonne foi, mais on doit aussi anticiper. Moi, j'insiste sur ça. Sur l'anticipation. C'est très important. Il faut se réveiller un peu plus tôt. Justement, aujourd'hui, on peut savoir déjà, si ce n'est encore le cas, la date de la prochaine rentrée académique. Ça veut dire que, en fait, chaque année, on connaît la date de la rentrée, la date des différentes fêtes de Pâques, Pentecôte, etc. Il faut pouvoir s'organiser. Moi, je le dis toujours, sans organisation, on va toujours se retrouver. Bon, qui ne sait pas que le 25 décembre prochain, il y a la Noël, par exemple. Donc, c'est la même chose, en fait. Il faut pouvoir s'organiser en fonction de ça. Quelle est ma priorité ou quelles sont mes priorités de dépenses? Et c'est dans ça que vous investissez. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à vous saouler la gueule chaque soir. Et puis, quand vient maintenant le moment de payer la scolarité, vous dites à l'enfant, franchement, demain, je vais... Alors, Eric, vraiment, la planification, l'anticipation, ce sont deux éléments fondamentaux. Voilà, l'organisation, anticiper, justement, pour qu'on n'expose pas les enfants, parce que ça joue sur la psychologie. Vous n'avez pas idée quand un enfant est en classe et que le surveillant ou le censeur entre, ou bien le comptable de l'école entre, commence pas à appeler les noms. Il y a une certaine frustration quand vous êtes camarade de classe. D'abord, certains sont renvoyés, d'autres sont une forme d'humiliation. Il se dit, mais c'est quoi? On baisse la tête, on sort, c'est pas du tout bien. Donc, on doit pouvoir éviter cette scène-là. Alors, je ne sais pas si notre sociologie fait la promotion de la mauvaise foi. Vous savez, ça me fait penser les premières mesures de gratuité au niveau de nos écoles. Vous savez, quand nos parents ont entendu gratuité, on envoie même les enfants sans kaki, sans sac. Et on dit non, c'est le chef de l'État qui a dit que maintenant là... C'est-à-dire même les enfants qui l'année qui a précédé la gratuité avaient des uniformes kaki, l'année qui a suivi, en même temps on les découvre... Et l'enseignant se retrouve justement... On les découvre sans uniforme, l'enseignant est obligé de colmater les brèches pour trouver un petit cahier à l'écolier, pour trouver un petit stylo à l'écolier, surtout dans les milieux ruraux. Il y a des excès, ou peut-être le message ne passe pas bien. Le message ne passe pas bien aussi. C'est la compréhension. Tout comme aussi les parents peuvent comprendre aussi cette note de cette façon. Ah, la ministre a signé, elle a été implacable. On ne touche pas à mon enfant. On ne touche pas à mon enfant. Et c'est fini. Et donc, les enseignants sont impuissants. Je pense que il faut également, comme l'a dit Stanislas, interroger la conscience de nos parents. Alors, qu'est-ce que vous pensez que cela peut apporter comme implication les années qui suivent? C'est-à-dire, si cette année, on est rigide avec la note, les responsables d'établissement essaient de respecter cette note-là, il y a peut-être des parents qui ne vont pas payer parce qu'ils vont se dire, bon, dès lors que mon enfant est admis, il peut même changer d'établissement et autres. Qu'est-ce que vous pensez que cela peut créer l'année prochaine, une fois que les enseignants ou les patrons d'établissement ont encaissé tant de problèmes? En fait, nous parlons d'éducation. On sait que pour ceux qui ont fait les mathématiques à un certain niveau, on parlait de moins l'infini et de plus infini. Je pense qu'il faut ouvrir moins l'infini à la pré-rentrée et fermer ça, plus infini, au premier trimestre, parce que le cadre réglementaire, il est clair. Voilà, donc vous savez que dans ce trimestre-là, si vous ne soldez pas, franchement, il y aura problème. Eric disait de ne pas trembler. Non, justement, il ne faut pas trembler parce que vous savez,
au-delà de ce que nous avons un cœur qui parle, il y a aussi que les employés des établissements ont des besoins. Ne l'oublions pas. On doit payer leur salaire, ils doivent subvenir aux charges de leur famille aussi. Donc c'est une chaîne. Il y a également les charges liées à l'établissement. Liées au fonctionnement de l'électricité, l'eau, les impôts, les impôts qui sont gâtés. Il y a même les matériels didactiques, voilà, les tableaux, voilà. C'est des choses qu'on n'imagine pas, mais qui coûtent, voilà, pour un bon fonctionnement de l'établissement. Exactement. Donc, je pense que c'est au niveau du premier trimestre que tout se joue. Parce que passé le premier trimestre, je ne pense pas que les promoteurs responsables d'établissement auront encore les coudées franches pour rentrer en possession de leurs fonds. Mais je le dis et je le répète, il faudrait que les parents soient de bonne foi pour que cela marche. Parce que la mauvaise foi ne nous arrangera en rien dans un contexte pareil où il y a déjà un cadre réglementaire, où tout est déjà scellé pratiquement. Je ne pense pas ce qu'on pourrait faire ou ce qu'on pourrait obtenir de mieux sans la bonne foi. D'accord. Vous pensez que ça va impliquer quoi l'année prochaine, par exemple? Non, déjà, ces informations que nous avons au niveau du règlement, c'est connu depuis des années. Hein. La ministre n'a fait que rappeler, en réalité. Donc, ce n'est pas une nouvelle mesure. Donc, ça veut dire que le cadre réglementaire était là, mais malgré ça, on surpassait, on ne respectait pas du tout ces normes-là. Je pense qu'il faut toujours garder ce dialogue entre parents et chefs d'établissement, activer davantage l'association des parents d'élèves pour qu'entre pairs, on puisse davantage échanger, pour que les parents aussi sachent qu'à l'approche de chaque rentrée, il faut prendre toutes les dispositions pour que l'enfant soit en sécurité, pour que l'enfant, les responsables ne soient pas obligés à sortir l'enfant et que l'enfant puisse suivre ses cours normalement jusqu'à l'examen. Maintenant, pour les cas, parce que ça va arriver de toutes les façons. Vous savez, l'école est devenue famille. C'est pas une affaire seulement d'école. Dans la même école, vous avez des proximités géographiques, familiales. Donc, pour ces cas, franchement, c'est la discrétion de chaque responsable d'établissement. Et n'a Juste parce qu'on ne peut pas, c'est hyper compliqué. On ne peut pas dire ici, ce plateau, que ça ne va pas arriver. Ça va arriver. Peut-être même qu'à l'heure où nous parlons, nous sommes à la veille même du CEP. Voilà, il y a une question qui ne va pas nous échapper. Est-ce que vous pensez que tous les responsables d'établissement vont respecter à la lettre, je dirais, cette note circulaire de Madame la ministre? Parce qu'il y en a qui sont têtus et qui peuvent vraiment mettre, je dirais, en difficulté certains candidats à l'effet de discipliner beaucoup de parents qui, tapis dans l'ombre, pourraient se refuser de payer la scolarité de leur enfant. Sauf que s'ils mettent en difficulté les parents ou bien les candidats, ils vont se plaindre et je pense que ça va faire le tollé, ça va créer un tollé, certainement. Donc, je pense que non, il faut voir le juste milieu. Rentrer en possession de ces fonds, mais ne pas aller jusqu'à confisquer les documents essentiels pouvant permettre aux candidats de composer. Je pense que ça n'est pas forcément la meilleure solution. Peut-être aussi que, vu la réaffirmation de cette note ou de ce cadre réglementaire aujourd'hui, il faudrait peut-être considérer que cette année est une année de sacrifice en griffe, même si voilà, c'est difficile, en tapant du poing sur la table à partir de la rentrée prochaine, puisque pratiquement nous sommes aux portes des examens de fin d'année, donc je pense qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Alors, Éric Guédénon, qui des parents et des directeurs d'établissement, n'est-ce pas, est appelé à respecter cette note? C'est d'abord les responsables d'établissement. Et ces responsables doivent... Mais est-ce que les parents d'élèves aussi ne peuvent pas craindre le fait que certains patrons d'établissement peuvent se permettre des folies? Oui. Parce qu'on a eu des cas comme ça, où les gens ont passé la nuit, je dirais, sur les dossiers des candidats et ils n'ont pas composé. Là-dessus, nous sommes dans une administration. C'est la parole d'une autorité avec sa signature. Et donc, je pense que si nous nous retrouvons dans des cas où des responsables d'établissement se donnent le luxe de renvoyer des candidats pour non-paiement de contributions, ces responsables vont sans doute s'exposer à des sanctions. Enfin, je me dis si l'autorité ministérielle prend une autre circulaire pour vous informer de ce qu'il faut respecter certaines choses et que vous ne le faites pas, c'est qu'à la clé, il doit y avoir des sanctions. Moi, je ne souhaite pas ça aux responsables d'établissement. On respecte le circulaire pour peut-être ce qui est de ces examens que nous allons vivre et on fait en sorte que déjà dès la rentrée prochaine, on puisse déjà commencer par informer les parents de ce qu'ils doivent faire au début de la rentrée, dans le premier trimestre et tout ça pour que on
on ne puisse pas vivre à nouveau ces situations à la veille des examens. Alors, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire également, un peu dans la même veine que Eric, qu'en début d'année prochaine, une note soit spécifiquement adressée aux parents d'établissement pour qu'ils connaissent... J'encourage même les chefs d'établissement à imprimer sur ces dispositions et l'afficher. Oui, c'est bénéfique pour tout le monde. Peut-être en faire photocopier à chaque parent. Oui, à chaque enfant pour transmettre à son parent. Alors, oui, je vous faisais la question de savoir, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire qu'une note spécifique soit adressée l'année prochaine aux parents d'élèves, afin que les difficultés qu'on connaît souvent en fin d'année, surtout à l'approche des examens, où tout le monde est stressé, enseignants stressés, parents d'élèves stressés, candidat lui-même stressé. Est-ce que ce ne serait pas nécessaire cette note? Je suis d'accord, la note, mais elle ne va pas, cette note-là, régler tout le problème. Tout le problème. Si le parent est de mauvaise foi, encore une fois, la bonne foi. Justement, il va vous dire qu'il n'a pas reçu la note, ou bien il a appris ça, mais il ne savait pas vraiment le contenu, il a jeté ça quelque part. Donc, il s'agit toujours d'avoir la bonne foi. Mais prenons toujours un cas. On sait que les vacances, c'est automatiquement après les examens de fin d'année. Donc, dès maintenant, on sait que les vacances sont là et la prochaine rentrée, c'est pour septembre prochain. Et donc, il faut déjà commencer par se préparer. Moi, je penche beaucoup plus sur l'anticipation, la planification. Aucune date de rentrée dans notre pays n'a jamais surpris aucun parent. Ça, ce n'est pas vrai. Le parent peut être dans autre chose et puis se rendre compte que oui, il est dos au mur, mais on connaît toujours les dates à l'avance. Donc, sachons prioriser nos dépenses au profit ou au bonheur de nos enfants. Éric Guédé, votre mot de conclusion, le temps est passé. L'école et l'éducation est un principe, c'est un droit pour tous les enfants. Il y a sans doute un prix à payer et donc les responsables d'établissement et parents d'élèves doivent pouvoir trouver le terrain d'entente pour que l'enfant ait toujours accès, n'est-ce pas, à ces cadres d'apprentissage et pour finir participer à ces examens en toute sécurité. D'accord. Éric Guédé, merci beaucoup. Et encourager le gouvernement à intensifier les mesures de gratuité. D'accord. Stan, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver très bientôt. Et très bientôt, c'est bien entendu demain. Demain, samedi, à 10h, on fera face au miroir de la société pour évoquer un pan de notre vivre ensemble. La thématique de demain, c'est peut-on épouser l'ex de son meilleur ami? C'est donc ce sujet que nous mettrons en débat. Le débat, d'ailleurs, a déjà commencé sur nos plateformes, sur les réseaux sociaux et un peu partout. On se donne rendez-vous demain à 10h. Je vous attends nombreux. Allez, portez-vous bien.